Bonjour. Alors bonjour à tous. Donc il y a déjà des observations dans le chat. Je vais juste expliquer globalement un petit peu comment ça va fonctionner. Donc il y a beaucoup de participants pour ce web éthique aujourd'hui. Donc nous avons proposé un format webinaire, c'est-à-dire que de fait les participants n'ont pas leur caméra d'allumée ni leur micro d'allumé. Pour les échanges, on va privilégier le chat, donc l'espace conversation que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé là. Et donc, vous pouvez, au fil de l'eau, faire part de vos questions, observations, etc. dans le chat. Et après l'intervention du docteur Montaz et de Madame Amiot, j'essaierai de reformuler les points récurrents ou les questions pour faire cet échange. Voilà, donc pour introduire la séance d'aujourd'hui, je vais passer la parole au professeur Roger Gilles. Et puis ensuite, on entendra le docteur Montaz et Estelle Amiot. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est le deuxième webinaire éthique. Le premier avait été consacré au handicap. Le prochain aura lieu le 21 mai avec le docteur Geneviève Demour, vice-présidente de France Alzheimer et membre du conseil éthique de France Alzheimer, qui traitera, elle, directives anticipées et consentement au cours de la maladie d'Alzheimer. Là, c'est le docteur Laurent Montaz et Estelle Amiot qui, dans la formule d'une heure de ce webinaire, au moment de la pause méridienne, pour permettre au maximum d'être présents, qui vont nous parler des directives anticipées. Osons justement en parler. Laurent Montaz, inutile peut-être de rappeler, mais c'est une formule rhétorique, puisqu'on dit que c'est inutile, précisément, on le fait. Il est donc chef de service en unité de soins palliatifs au CHU de Poitiers, et Estelle Amiot, qui est à côté, est infirmière référente pour la cellule d'information et de recueil des directives anticipées qui a été mise en place au CHU de Poitiers. Je leur laisse sans tarder la parole. C'est à vous. Merci d'être là, vous les participants et vous les deux intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, on va peut-être passer sur les présentations parce qu'elles viennent d'être faites pour entrer assez rapidement dans le cœur du sujet. On vous propose deux temps dans cet échange. Nous allons donc revisiter et visiter simplement ce que sont les directives anticipées. Donc c'est quelque chose d'assez, j'allais dire, simple, en tout cas dans la présentation. Et puis consacrer un tout petit peu de temps sur la mise en place de cette cellule d'information et de recueil des directives anticipées, donc ce qu'on appelle la CIRDA. On vous explique un petit peu la naissance de cette cellule et puis l'utilité de celle-ci. Donc je reviens au premier. Donc on se donne à peu près jusqu'à 13h45 au maximum pour cette présentation. Peut-être que 13h30 nous suffira et pour permettre les échanges qui sont possibles par, comme vous l'a précisé, Mélanie Lebillon. Voilà, donc Estelle, je te laisse commencer, puis on va faire ça tranquillement. Oui. Bonjour à tous. Juste une petite précision avant de commencer, c'est que là, on se base vraiment sur la loi Leonetti-Claes de 2016. Bien sûr, vous êtes tous au courant de la nouvelle loi, mais bon, c'est encore en instance. C'est des propositions. Donc, pour l'instant, on se base vraiment sur la loi Leonetti-Claes pour l'instant. Donc, ne soyez pas étonnés par rapport à la suite. Donc, voilà. Que sont les directives anticipées? Rentrons vite dans le vif du sujet. Les directives anticipées, c'est de permettre à tout le monde d'exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, notamment dans sa fin de vie lorsqu'il ne pourra plus s'exprimer. Tant que la personne peut s'exprimer, le médecin doit suivre ce que la personne dit, mais bien sûr, le problème vient lorsque la personne ne peut plus s'exprimer. S'exprimer, on entend notamment dans le vocabulaire, par la voix, par les gestes, par le regard, ça je ne vous apprends rien, mais il y a aussi une notion un peu plus derrière qui est d'avoir toute sa conscience. Quelqu'un qui n'est pas capable de vous dire ce qu'il a mangé le matin, petit déjeuner,
difficile de savoir si ce qu'il exprime est vraiment fondé ou alors c'est le fruit d'une discussion qu'il a entendue à la radio ou à la télé ou dans le couloir. C'est le fait aussi de notion de fin de vie. La fin de vie, on y pense forcément lorsqu'on est dans le grand âge, 95, 96 ans. On est plus proche de la fin de vie que de son adolescence. Mais il y a aussi le fait, lorsqu'on a une maladie grave et incurable, au bout d'un moment, les traitements ne font plus d'effet. Donc forcément, la question de la fin de vie va se poser. Aussi, et ça c'est ce qui fait le plus réfléchir les gens, c'est que là, ce soir, on peut prendre la voiture, avoir un accident de voiture et être dans un coma grave, jugé irréversible par les médecins et donc être en fin de vie. La fin de vie peut intervenir à tout moment. C'est aussi de permettre à tout le monde, alors tout le monde, c'est-à-dire les personnes majeures. Les mineurs émancipés, ils peuvent faire leur directive anticipée. Toute personne majeure peut les faire, sauf tout ce qui est partie tutélaire, j'ai envie de dire. Sauvegarde de justice, habilitation familiale, curatelle renforcée, ils peuvent faire leur directive anticipée. Pour les gens qui sont sous tutelle, ça se complique un petit peu et c'est un peu une démarche un peu différente qui prendra peut-être un peu plus de temps, sachant que pour tout ce qui va être tutelle, il faudra quand même que la personne soit en capacité d'exprimer vraiment ses souhaits, mais vraiment ses volontés personnelles. C'est pour ça, c'est un petit peu à pas. Après, c'est vraiment une démarche volontaire et personnelle. En tant qu'établissement médico-social, vous devez informer les gens qui peuvent rédiger leurs directives anticipées. C'est là que qu'est marqué en fait dans la loi. Vous devez informer. Que les gens les rédigent ou pas, cela les regarde. Concrètement, ce qui fait que normalement, dans un monde un petit peu très rose, lorsqu'une personne rentre à l'hôpital, on devrait lui poser la question: est-ce que vous avez des directives anticipées? Les avez-vous avec vous? Ont-elles été enregistrées? Oui et non. On devrait poser la question. Mais j'avoue que c'est rarement fait parce que, voilà, il y a tout le côté un peu des soignants qui ont peur en fait d'évoquer cette question-là, qui ne connaissent pas très bien, ou alors qu'ils ont peur d'évoquer cette question-là. Ensuite, hop là, pardon. C'est notamment important parce que plusieurs fois, on a des collègues de chirurgiens qui se sont retrouvés embarrassés lors d'une intervention chirurgicale et qui se passait pas très bien et j'allais dire, aucun lien, aucune communication avait été faite sur les directives anticipées et nos collègues anesthésistes et chirurgiens en se disant mais là du coup ça s'est mal passé, la personne on n'arrive pas à la réveiller, enfin je caricature un petit peu le tableau et donc qu'est-ce qu'on fait? Et c'est dommage que sur certaines interventions, notamment à haut risque, eh bien, il n'y ait pas ce type de document pour nous permettre un petit peu de cerner les choses. J'entends souvent, et vous êtes bien placé pour beaucoup d'entre vous qui travaillez en EHPAD, qu'il est difficile en EHPAD, chez certains résidents, d'avoir leur directive anticipée. Il y a un webinaire qui va se faire prochainement pour les gens qui ont des problèmes neurocognitifs, mais ce que je regrette quand même, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent quand même en EHPAD en ayant toutes leurs facultés et cet élément, bien sûr, je comprends qu'il ne faille pas les rechercher d'emblée, ça peut être un petit peu agressif d'arriver le premier jour, et bien sûr, mais en bout de quelques semaines, quelques mois, eh bien, de ne pas quand même solliciter les personnes, s'asseoir avec eux pour essayer de rédiger des directives anticipées. Voilà, je voulais juste faire cette précision. Ce qui est surtout important en fait dans les directives, c'est en fait pourquoi les écrire. Parce que c'est franchement une démarche d'autonomie propre, de liberté. Ce sont les propres choix de la personne qui sont exprimés indépendamment de l'entourage ou du milieu familial ou même de tout ce qu'il peut y avoir autour. Ça permet aussi de soulager la famille et les soignants le cas où malheureusement il arrive quelque chose et que le médecin doive poser la question à la famille: mais qu'est-ce qu'on fait? Du coup, le médecin, il sait. Et la famille, si elle est au courant, elle peut aussi dire, ben voilà ce qui est écrit dans les directives, voilà ce que la personne veut. C'est vraiment une preuve, vraiment une démarche d'autonomie propre à chaque personne. Chacun décide pour soi, vraiment, de sa fin de vie. C'est vraiment la plus grande démarche d'autonomie qu'on peut avoir. Bien sûr, ça nécessite d'avoir une réflexion sur soi-même, sur
sa vie à l'heure actuelle, ce qui est important, et surtout sur sa mort, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc après, c'est forcément un écrit, comme je le disais. Donc ça peut être sur papier libre, avec le nom, prénom, date et lieu de naissance en haut. Alors pourquoi date et lieu de naissance? C'est pour être sûr que ce soit la bonne personne. Il y a même des gens qui écrivent leur numéro de sécurité sociale, daté et signé. Sur un papier libre, ça peut faire 4 phrases, comme ça peut faire 10 pages, ça aura la même valeur juridique. Ou alors, vous avez des formulaires qui existent. Vous avez des formulaires type formulaire HAS, de la Haute Autorité de Santé qui existe. Ou alors, dans tous les établissements médico-sociaux, chacun a son formulaire, en fait, si vous voulez. Vous retrouverez régulièrement toutes les mêmes, à peu près, les mêmes cases, les mêmes paragraphes. À Poitiers, du coup, on a pris le parti, alors je demandais à Mylène si elle peut mettre le formulaire. À Poitiers, on a pris le parti, en fait, de rajouter une case qui n'est pas présente sur beaucoup de formulaires, comme vous allez pouvoir le voir. Je vous explique vite fait le formulaire au niveau du CHU de Poitiers. Donc, la partie saumonée, c'est vraiment la partie explicative. Et vous avez une première petite case qui met « Vous ne souhaitez pas rédiger vos directives anticipées » en bleu. C'est simplement une case qui indique que l'information a été donnée à la personne, mais que pour la personne, ce n'était peut-être pas le moment, ou peut-être qu'elle fait entièrement confiance à l'équipe médicale et à sa famille de prendre les décisions pour elle. Donc, elle met son nom, prénom, sa date de naissance, le lieu et elle signe avec la date. Et ça a autant de valeur qu'un formulaire qui peut être rédigé en entier. Ça indiquera juste au monde médical et aussi à sa famille que voilà, elle se dégage de ça, que pour elle, ce n'était peut-être pas le moment. Ou alors, vous avez la deuxième case qui vous souhaitez rédiger vos directives anticipées. Dans ce cas-là, on va aller sur le reste du formulaire. Ou alors que la personne, elle a déjà rédigé ses directives anticipées. Le reste des formulaires, ils comprennent tous les formulaires une page contexte, qui pour moi est la page la plus importante. C'est là où la personne va vraiment se décrire. Avec, moi ce que je préconise, un premier paragraphe avec la fin de vie, mais horrible, style film Halloween si vous voulez, mais vraiment tout ce que la personne ne veut pas, redoute le plus pour sa fin de vie, tout ce qu'elle ne veut pas subir, avec un deuxième paragraphe où c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'elle voudrait en fin de vie, qu'est-ce qui lui correspondrait, dans quelles circonstances, avec qui à côté d'elle, un accompagnement religieux, spirituel, tout ce qu'on peut imaginer avec, je précise toujours, pour ou contre le don d'organes, parce que aussi ça peut aller plus vite pour l'équipe de prélèvement au cas où. Et le dernier paragraphe, c'est vraiment que la personne se décrive. Qui elle est? Qu'est-ce qui est important pour elle dans sa vie? Qu'est-ce qu'est pour elle une bonne qualité de vie pour elle? Donc ça peut être compliqué, c'est un peu un courant, vous allez me dire, éthique, philosophique, un peu médical. C'est tout simplement ces deux, trois choses-là de la vie de la personne. Si je lui enlève, sa vie n'a plus de sens, c'est quoi? Donc voilà pour la page contexte. Et après, vous aurez toujours un formulaire « Je suis en bonne santé » ou « Je suis atteint d'une maladie grave ». Donc toujours cette page contexte complétée en fait avec un ou deux formulaires où là j'avoue que vraiment il faut être accompagné pour les termes qui sont un peu plus médicaux, j'ai envie de dire. Lorsque la personne a fait ses directives anticipées, où est-ce qu'on les enregistre? On les met principalement chez son médecin traitant parce que premièrement lui va pouvoir avoir un regard médical, peut-être même comme si c'était un médecin qui ne connaissait pas la personne et demander des précisions. De plus, ce sera enregistré dans son cabinet. À chaque fois que la personne va utiliser sa carte vitale, il y a son nom qui s'inscrit. Donc, forcément, en cas d'urgence, ce médecin traitant sera forcément dans la boucle. Donc, il sera appelé. Donc, il pourra dire « J'ai des directives anticipées, je vous les envoie ». Autre chose que je conseille aux personnes, c'est lorsqu'ils sont rattachés à un CHU, de les faire enregistrer sur leur dossier informatique personnel. Ou s'ils sont dans une polyclinique, dans un centre plus privé, c'est pareil, les faire enregistrer. Après, ils peuvent en donner une copie à leur personne de confiance. D'ailleurs, je recommande toujours aux personnes de remplir leurs directives avec la personne de confiance. Comme ça, elle est au courant. Et de se confectionner une petite carte avec, par exemple, j'ai des directives anticipées, elles sont chez mon médecin traitant, elles sont dans mon placard, elles sont où est-ce qu'on peut les trouver. Et au dos de cette petite carte, mettre ma personne de confiance ou la personne qui a mes directives est avec le nom et le numéro de téléphone si la personne concernée accepte. Ce qui fait qu'en cas d'accident ou autre, le SAMU ou les pompiers cherchant en fait l'identité va trouver cette petite carte. Donc tout de suite, ça va leur indiquer qu'il y a des directives anticipées.
parce qu'il y a quand même que 12 à 13% de la population qui les a, donc très peu. L'autre, c'est de les enregistrer dans le compte Amélie, dans mon espace santé. Dans informations personnelles, vous pouvez les enregistrer là. L'avantage, c'est qu'on a fait un travail avec eux tous les 2 à 3 ans. La personne va voir un petit rappel en disant vos directives anticipées datent de 2 à 3 ans, sont-elles toujours d'actualité, oui ou non? C'est aussi le fait que lorsqu'on part en vacances, par exemple cet été, vous allez en vacances en Corse, il vous arrive quelque chose. Sur mon espace santé, vous pouvez bloquer tous les professionnels, sauf les urgentistes et les réanimateurs. Donc du coup, eux vont avoir accès à une première page de mon espace santé où il y a directives anticipées, personne de confiance, antécédents, traitement actuel, médecin référent, de quoi prendre en charge en fait en premier lieu la personne. Donc, ce qui peut être important. Pour les gens qui sont en EHPAD, je leur conseille en fait de les donner au médecin coordinateur, mais aussi à leur médecin traitant, et de donner en fait à l'équipe soignante la main, enfin, de savoir qu'ils ont des directives anticipées pour que ce soit aussi enregistré dans leur établissement. Il est probable que dans les années à venir, mon espace santé sera beaucoup plus facile d'utilisation et étendu. Aujourd'hui, vous voyez, par rapport à ce que dit Estelle, ce qui compte, c'est effectivement de les écrire, d'une part, et d'en faire part à son entourage, et de les mettre dans un endroit où ils vont pouvoir être utilisés. Parce que si effectivement on écrit des directives anticipées et qu'on les met dans sa table de nuit, sans que personne le sache ou dans son coffre-fort, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour l'instant, eh ce sont que plusieurs propositions qui sont faites. Je crois que la rédaction des directives anticipées, elle peut se faire, il est préférable, hein, il n'y a pas de règle absolue, mais il est préférable de le partager. Alors on vient de parler de la personne de confiance, mais assez proche aussi sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas vivre lorsque on sera dans l'incapacité en fin de vie d'exprimer ses propres volontés. Ce qui compte, c'est que notre entourage, la personne de confiance ou que le lieu où on les dépose soit connu. Deuxièmement, ce problème n'existera peut-être plus avec mon espace santé lorsque les choses seront bien rodées. Nous faisons un travail là-dessus au niveau national. Et puis, tout à l'heure, Estelle, vous parlez que, bien sûr, les directives anticipées, il y a je suis en très bonne santé et avec quasiment des cases à remplir, je veux pas de dialyse, je veux pas de nutrition, etc. Ou je suis atteint d'une maladie grave et là encore avec des éléments précis. Et un élément extrêmement important quand même, et souvent ça peut nous sembler anodin, c'est qui est cette personne. Je vous donne un exemple, c'est cette femme atteinte de maladie de Charcot qui avait fait des directives anticipées en disant vraiment, je ne veux rien, voire accélérer un peu les choses, je veux pas de réanimation, je veux pas de massage cardiaque, je veux pas de nutrition, je veux pas d'hydratation, je ne veux rien. Et donc, en fin de compte, en parlant avec cette femme que nous allons accompagner plusieurs mois, on a surtout initialement essayé de comprendre ce qu'elle souhaitait ou ne souhaitait pas en fin de vie. Et pour elle, ce qui était important, c'était de pouvoir téléphoner à ses 2 filles, avoir des nouvelles de ses petits-enfants, de ses 4 petits-enfants, et puis de lire. À partir de là, elle nous a aidé énormément parce que, au bout de 2 ans de prise en charge, effectivement, progressivement, la lecture est devenue difficile et ainsi que le fait de pouvoir téléphoner. Et là, effectivement, nous avons pu dire surtout halte là. Alors que voilà, en plus la communication devenait de plus en plus difficile avec cette femme, donc qui avait écrit ses directives anticipées, donc on savait ce qu'elle souhaitait ou ce qu'elle ne souhaitait pas, et ce qui a permis à l'équipe médicale de dire attention. On a entendu des choses à l'époque où elle pouvait nous dire des choses sur ce qui était acceptable et pas acceptable. Et là, stop là, il faut effectivement réfléchir à tout geste, toute prise en charge, tout traitement mis. Voilà. Donc c'est important de préciser qui est cette personne et ce qui est important pour elle dans sa vie. Lorsque les personnes ne peuvent pas écrire, parce que tout simplement, il y a des problèmes de vue, il y a par exemple une DMLA ou des problèmes visuels, ou qu'elles sont illettrées et analphabètes, et il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, ou alors qu'elles ont des problèmes avec l'appréhension fine. Dans ce cas-là, la personne dit ce qu'elle veut. Dans l'idéal, ce serait que sa personne de confiance écrive ce que la personne dit, et il faut 2 autres personnes qui sont là comme témoins, attestant que ce qui a été écrit, c'est bien la parole de la personne, toujours dans le but
vraiment, les directives anticipées doivent être une photographie de la personne et vraiment de sa volonté à elle. Je vois qu'il y a plusieurs mots sur la personne de confiance. C'est vrai que ça pourrait faire partie d'un autre webinaire parce que c'est aussi complexe, tout ce qui est personne de confiance, etc. Donc voilà, en fait, il y a toujours cette possibilité-là. Tant que la personne a toutes ses capacités cognitives, elle peut faire ses directives anticipées. Il n'y a que la tutelle qui peut être bloquante et encore, c'est sous certaines conditions aussi. Donc voilà un petit peu. Donc actuellement, quand, les directives anticipées il n'y a pas de limite de temps. La première mouture, enfin il y a quelques années, elles étaient valables 3 ans. Maintenant, il n'y a pas de limite de temps. Il est quand même souhaitable peut-être d'encourager les gens à les réviser de temps en temps parce que la tapisserie que nous avions dans nos chambres lorsque nous étions enfants n'est plus celle que l'on a appréciée lors de notre adolescence et peut-être encore moins lorsqu'on était adulte parce que les choses changent, elles évoluent, on voit les choses différemment en fonction de ses propres expériences et donc il est nécessaire là pour les directives anticipées eh bien, de les remettre à jour au bout de 3-4 ans pour se dire, bah, au fait, est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que j'ai mis? Elles sont donc, par contre, elles peuvent être modifiables ou annulables à tout moment. Voilà. Si vous avez envie de les refaire 3 jours après, bah, vous pouvez. Et c'est la dernière mouture qui, effectivement, a une valeur. Toute nouvelle directive anticipée, bien sûr, efface l'ancienne et seul le document le plus récent, c'est ce que je vous disais, faisait foi. Alors, quel type de renseignement peut être écrit, comme vous l'avez, on a déjà mentionné, c'est ce que la personne veut ou ne souhaite pas vivre en fin de vie si jamais elle est dans l'impossibilité de le dire elle-même. Elle peut effectivement, ce qu'elle redoute, hein, alors des mots tels que je veux pas d'acharnement, je veux pas comment dire, je veux pas d'acharnement, je veux pas de dialyse, etc. Bien sûr, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire, je veux pas d'acharnement? Alors on peut entendre, je veux pas de massage cardiaque, je veux pas de dialyse, etc. Quelqu'un qui a un cancer avec des métastases, c'est pas souvent qu'on va on va s'acharner pour une dialyse si la personne est inconsciente. Voilà, donc souvent c'est plus facile. Par contre, la personne qui est en très bonne santé et qui va, comment dire, qui va perdre le contrôle un petit peu de sa vie, il est utile de savoir à 25 ans si elle souhaiterait qu'on fasse jusqu'où aller dans une réanimation, jusqu'où, pendant combien de temps, etc. Je pense que les directives anticipées, c'est un grand fourre-tout et ce qui compte, c'est toutes les nuances. C'est tous les points extrêmement particuliers. Un autre exemple, c'est cet homme qui avait vraiment qui m'a beaucoup marqué, qui était dans le service, qui avait écrit ses directives anticipées en disant j'ai un cancer, je veux pas d'acharnement, je veux pas de dialyse, etc. Et alors c'est vrai que quand il était dans son lit, il était pas si mal. Hein, voilà, on pouvait discuter avec lui, il avait ses petites lunettes le matin pour lire son journal, son jus d'orange, etc. Vous disiez, bah, c'est pas mal, hein, on avait réglé son problème de douleur, mais il fallait pas trop découvrir le drap parce que le drap a été, il y avait une tumeur absolument épouvantable au niveau de son membre inférieur gauche qui avait, je veux dire, qui était 10 fois plus important que le droit et cette tumeur qui remontait et qui allait bientôt toucher le thorax. Et il fait un choc septique. C'est-à-dire, il y a des gens plus compétents que moi ici pour en parler, mais bien sûr, un état, j'allais dire, tensionnel catastrophique, il fait à cause d'une infection et il devient somnolent, il n'est plus capable de s'exprimer. Alors, on s'est dit, ben, on peut peut-être appeler nos collègues infectiologues, on va mettre des antibiotiques, parce que voilà, on va remonter un petit peu sa tension. C'est quelque chose voilà, qui est faisable. Je ne dis pas que ça réussit à tous les coups, mais en tout cas, c'était une possibilité de gérer ce problème. Et donc, nous avons décidé, parce qu'il avait écrit des directives anticipées, parce qu'il nous les avait partagées, parce que sa femme était au clair avec tout ça, de ne pas mettre d'antibiotiques chez cet homme. Pourtant, ces antibiotiques n'étaient marqués nulle part dans les directives anticipées. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que plus on va parler, plus
que ce qui est écrit vraiment, avec des coches, etc., c'est de savoir qu'est-ce qu'ils mettent dans, voilà, quelle vie je veux exactement ou je ne veux pas, pour essayer de dire, bah là, on va peut-être ne pas s'acharner, mais l'acharnement, ça peut être le traitement anticoagulant, le traitement antibiotique, qui va nous poser des questions en collégialité pour essayer d'être au plus près de la volonté du patient. Et ce même patient, il aurait fait un problème rénal, on ne se serait pas trop posé la question en disant est-ce qu'on dialyse ou pas, au vu de ce qu'il nous avait dit, mais il en a été de même pour le problème antibiotique, parce qu'on savait que cette tumeur, dans les jours à venir, peut-être dans les 2-3 semaines, allait encore augmenter et poser sans doute des problèmes respiratoires. Et donc, on a décidé, en accord avec bien sûr ses proches, de ne pas aller plus loin. Oui. Il faut savoir que surtout ce qui est le plus important, c'est qu'à partir du moment où des directives anticipées sont écrites, datées, signées, qu'il y a bien la concordance de la personne, le médecin doit respecter les directives anticipées, c'est dans la loi. Il n'y a que vraiment 2 situations où le médecin peut passer outre, c'est lors des situations d'urgence. Vous êtes dans la rue, vous faites un arrêt cardiaque, le SAMU intervient, le SAMU ne va pas perdre son temps en fait à chercher vos directives, vous serez emmené aux urgences, des urgences si le cas médical le nécessite en réanimation, et c'est là que vos directives vont rentrer en jeu, un peu à retardement si vous voulez, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est si jamais vos directives anticipées, elles apparaissent, alors c'est un peu la zone grisée des directives, inappropriées ou inadaptées à la situation médicale. Ça, c'est par exemple des directives anticipées que vous recevez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, où c'est marqué simplement « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Mais qu'est-ce que l'acharnement thérapeutique pour cette personne-là? S'il n'y a pas plus de précision, médicalement, on est un petit peu coincé. Il peut y avoir comme ça plusieurs cas qui peuvent poser question au médecin, parce que vos directives anticipées, vous avez dit par rapport à mon histoire personnelle, je risque plus d'avoir un problème rénal. Pas de bol, vous faites un gros problème cardiaque, donc du coup, vos directives anticipées ne sont pas applicables médicalement. C'est des exemples que je vous donne. Ce n'est pas le médecin tout seul qui décide de mettre des directives anticipées en inappropriées ou inadaptées. Dans ce cas-là, il faut qu'il déclenche ce qu'on appelle une réunion collégiale. Donc après, je pense que tous vous connaissez un petit peu cette fonction-là. La réunion collégiale, c'est la réunion de 2 médecins minimum. Bon, souvent, il y en a plusieurs, 3 ou 4. 2 médecins qui ont le même grade, si je puis dire, c'est-à-dire 3 médecins généralistes, 3 chefs de service, 3 praticiens hospitaliers, etc., etc. Tout le monde et tout ce qui va se passer va être noté, écrit dans le dossier médical du patient. Le médecin qui est en charge du patient va aller voir la personne de confiance en disant voilà ce qui se passe, qu'est-ce que la personne aurait voulu, parce que la personne veut pour la personne, mais qu'est-ce que la personne lui a confié, qui va avoir quand même beaucoup d'importance. Le médecin revient à la réunion, dans laquelle il y a forcément les médecins, mais il y a aussi des paramédicaux qui peuvent être là, qui ont connu la personne lorsqu'elle pouvait s'exprimer, par exemple infirmière, aide-soignante, ça peut être aussi des auxiliaires de vie, etc. Lors de cette réunion, le médecin qui est en charge du patient explique le cas médical, qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la crise, quels étaient les examens, qu'est-ce qui a pu être fait, et les directives anticipées, pourquoi elle lui pose question, ou peut-être qu'il n'y a pas de directive, et tous ensemble vont chercher à prendre une résolution qui sera le plus en accord avec le patient possible. C'est souvent suite à ces 3 réunions-là, donc là, on ne va pas s'étendre parce qu'après, ça demandera beaucoup plus de temps. Ces 3 réunions-là vont souvent aboutir à 3 résolutions. La première, ça va être une reprise d'une thérapeutique qu'on n'avait pas pensé, parce que la médecine va très vite. La deuxième, ça va être des arrêts, un arrêt thérapeutique. Et la troisième, ça va être la mise en sédation. Donc là, en fait, ça demanderait d'avoir encore un webinaire d'1 heure pour réexpliquer un petit peu tout ça. Mais il faut vraiment savoir qu'à partir du moment où les directives anticipées sont écrites, le médecin doit les respecter. C'est la loi, en fait. Bien sûr, elles seront respectées, bien évidemment, si elles sont légalement reconnues. C'est-à-dire que si la personne dit, je dis n'importe quoi volontairement, je veux qu'on m'ampute des 2 bras lorsque je serai inconscient, la loi dit non, on n'atteint pas son propre corps, etc. C'est une caricature. C'est-à-dire qu'il faut quand même que les directives anticipées correspondent à ce qui est actuellement
possible. Voilà, on peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire actuellement puisque la loi ne l'autorise pas. J'essaye simplement de poser ce que dit la loi à ce jour. Donc, d'autres sujets peuvent être abordés, mais là, on est sur celui des directives anticipées. Il me paraissait important de préciser ce que sont les directives anticipées aujourd'hui. En ce qui concerne les personnes avec des capacités cognitives en difficulté, bien sûr, les directives anticipées peuvent être recherchées, et alors il y a de nombreuses façons de tenter de cerner des directives anticipées. Bien sûr, plus elles auront été faites lorsque le patient avait encore une possibilité de communication souhaitable, et bien sûr, elles auront encore plus de valeur. Si vous demandez à quelqu'un qui, malheureusement, on sait dans certaines maladies cognitives en lui demandant est-ce qu'il fait beau, qui va vous dire la brosse à dents est belle, pardonnez-moi, il n'y a aucune malveillance dans mes propos, bien on peut effectivement remettre un petit peu en cause ces directives anticipées, mais ce qui est important, c'est d'anticiper bien avant cela arrive, de façon à ce qu'il n'y ait pas toutes ces confusions, ces difficultés à les rechercher. Et je vous dis, il y a plusieurs façons. Je voyais sur le chat un jeu, bien évidemment, mais il y a aussi d'autres techniques, d'autres équipes qui se sont approchées des directives anticipées auprès des personnes en difficulté cognitive. Et puis, vous voyez, pour les directives anticipées, donc comme vous le disiez Estelle, donc doivent être respectées, hein, sauf si elles apparaissent inappropriées à une prise en charge, sauf situation donc d'urgence. Voilà, mais on s'est aperçu que cette proposition de directive anticipée pour permettre de respecter la volonté de la personne quand elle n'est plus en capacité de le faire et qu'elle est en fin de vie, eh bien, effectivement, on s'est aperçu que c'était peu connu. Lors de la dernière accréditation, on n'était pas très performant au niveau national, hein, pas uniquement à Poitiers, au niveau national, on s'est aperçu que dans les dossiers, il y avait très peu de directives anticipées, donc d'où la création d'une cellule d'information et de recueil anticipé que nous avons créée maintenant il y a 2 ans, en février. Donc vous avez les deux personnes qui s'occupent de cette cellule avec un financement ARS et donc avec des missions pour déployer sur tout le territoire de la Vienne. Il y a une perspective maintenant avec cette expérience d'aller vers la région Nouvelle-Aquitaine, donc on est quand même assez content de cela. Mais en attendant, depuis 2 ans, cette CIRDA a plusieurs objectifs. Je vais laisser Estelle en parler pour intéresser les gens à cette j'allais dire, notion de directive anticipée et à les rédiger. Donc là, en fait, ce qu'on vous a proposé, ce sont vraiment la description des directives anticipées la plus simple. Mais vous pensez bien que c'est beaucoup plus complexe. Donc là, notre mission au sein de la CIRDA, c'est vraiment d'aller former. Donc on a plusieurs missions de plusieurs ordres. Il y a la première mission qui va être de former tous les médicaux professionnels, c'est-à-dire déjà au niveau du CHU, tous les services, de réinformer tous les professionnels. Nous intervenons aussi au niveau de l'Institut de formation des paramédicaux. On intervient aussi au niveau d'une formation institutionnelle que nous proposons d'une journée. Après, nous allons aussi au niveau des EHPAD, par exemple, où on a formé à peu près une 40aine d'EHPAD sur les 76 du département. Mais il y a aussi tout ce qui va être maison de santé, polyclinique, etc. Vraiment pour avoir le plus large secteur possible. On est aussi affilié avec tout ce qui va être professions libéraux, etc. Pour aussi les former eux, pour eux aussi sont dans la boucle quelque part. Eux aussi pourront comme ça informer plus facilement en fait le grand public. Et on a aussi une autre mission qui est auprès du grand public. Donc là, auprès du grand public, on intervient plus spécifiquement proches en fait d'associations en fait qui sont proches du terrain, etc. pour essayer de toucher un maximum de monde. On propose aussi des soirées régulièrement sur le thème directive anticipée, personnes de confiance, pour en fait toucher le plus large possible le public. Et surtout, on propose, alors sur différents sites à Poitiers, des ateliers d'aide à la rédaction. Et donc là, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des jeux, notamment, nous aussi, je me sers d'un jeu, notamment pour les ateliers, pour aider plus finement, en fait, à cette rédaction de directives anticipées.
Donc voilà nos principales missions, qui les pensées sont très très larges et il y a encore beaucoup à faire. En fait, voilà, c'est le rêve idéal, ce serait vraiment que tout le monde ait entendu parler des directives anticipées avant de rentrer dans un établissement médico-social pour déjà qu'il y ait plus ce blocus-là de dire bah, est-ce que vous avez fait vos directives? C'est quoi? Je ne vais pas mourir. Enfin voilà, que les gens en aient déjà entendu avant, qu'il y ait déjà une petite notion. Comme ça, ce serait beaucoup plus facile d'aborder en fait les directives anticipées lorsque la personne est hospitalisée ou lorsqu'il est question d'une opération plus ou moins grave, etc., etc. C'est un peu notre idéal. Ou que ce soit donc dans des établissements médico-sociaux ou en consultation, ou donc de remettre le document avec quelques phrases d'accompagnement, que la personne puisse les lire ou les lire avec son entourage et commencer à réfléchir. Quelquefois, ça ne donnera aucun résultat, la personne aura du mal à les rédiger, mais ça peut-être, parfois ça va encourager le dialogue avec ses proches. Peut-être ça va conduire jusqu'à la rédaction des directives anticipées, mais c'est commencer à évoquer tout cela avec ses proches et puis petit à petit de franchir les autres étapes. Et à l'occasion d'une autre consultation où l'infirmière libérale ou l'infirmière de l'EHPAD coordinatrice, de remettre le document lorsque la personne est en capacité de l'apprécier, j'allais dire, de le lire, etc. Peut-être de dire, écoutez, je vous le laisse pendant 15 jours, vous en parlez avec votre fille, vos enfants, etc. Et puis, si vous voulez, dans 15 jours, on pourra revisiter ça. Pareil au moment des consultations. Voilà, il y a chacun peut-être peut, par esprit créatif, savoir à quel moment il est le plus judicieux, vu son contexte de travail, d'utiliser de proposer ces directives anticipées. Récemment, une directrice d'EHPAD nous disait qu'elle avait proposé à son époux de rédiger des directives anticipées un jour de Saint-Valentin en disant, son mari lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, moi je te propose, on va ouvrir une petite bouteille et puis on va écrire nos directives anticipées. Alors je ne sais pas si c'est le bon moment pour écrire des directives anticipées ou pour en parler à ses proches, mais voilà, il n'y a pas de mauvais moment sans doute pour les écrire ou pour y réfléchir. Donc là, je vois que l'heure tourne, il est 13h41, je ne sais pas si Estelle, tu avais d'autres points. Donc peut-être Miliani, tu peux intervenir, parce que nous, on a lu vraiment très, très globalement, mais on est, voilà, pour répondre aux questions et peut-être monsieur également répondre à certains éléments. Donc j'ai essayé de suivre le fil du chat, donc c'est bien parce qu'il y a un certain nombre d'observations et de questions. Alors vous avez répondu à certaines au fil de l'eau. Moi, si j'essaye de regrouper un petit peu ce qui a été exprimé dans le chat, je vois 3 points. Le premier point, c'est des questions de forme. Le deuxième point, des questions de fond, je vais détailler après. Et le troisième point, c'est la question de l'opposabilité des directives anticipées et peut-être le lien avec la personne de confiance. Sur la forme, effectivement, des questions ont été posées pour des personnes qui ont des capacités cognitives altérées. Est-ce que passer par une médiation comme un jeu de cartes ou d'autres outils peuvent être utilisés, et est-ce que c'est recevable à terme d'avoir ce type d'approche qui est un petit peu adaptée à certains patients. Sur la question du fond, du contenu des directives anticipées, il est demandé peut-être de préciser si la notion d'obstination déraisonnable est bien définie dans la loi et qu'est-ce que ça veut dire, l'obstination déraisonnable. Une autre question sur le contenu, c'est est-ce qu'on peut trouver dans des directives anticipées des détails sur les volontés sur le déroulement des obsèques, par exemple? Et puis, est-ce que vous auriez des exemples de rédaction ou des exemples de directives qui ont été dans votre pratique de médecin de soins palliatifs et d'infirmière utiles après dans l'accompagnement?
Et peut-être le dernier point sera voilà, sur l'opposabilité des directives anticipées. Ah, ça fait beaucoup de questions. J'aurais dû prendre des notes, mais j'ai pas été. Peut-être sur le fond, Estelle, sur la forme, pardon, Estelle, est-ce qu'une approche avec des jeux de cartes, par exemple, des choses comme ça, est-ce que c'est recevable? Est-ce que tu l'encourages? Parce qu'en fait, voilà, le tout, c'est que vraiment la personne, elle ait sa conscience, parce qu'il y a pas mal de handicaps où on garde toute sa conscience vraiment propre. À partir du moment où la conscience peut être altérée, par exemple, pour une maladie d'Alzheimer qui commence à être évoluée, ça va être compliqué, c'est ce que je disais, de savoir si c'est vraiment ces valeurs propres de la personne, en fait. À partir du moment qu'il y a une tutelle, ça devient bloquant, en fait. Parce que la tutelle, en fait, grosso modo, lorsqu'une personne, en fait, est sous tutelle, il faut demander l'autorisation au juge des contentieux et de la protection, l'autorisation des directives anticipées, qui est accordée ou pas, en fonction aussi du degré de conscience qu'elle peut avoir la personne de les écrire. Donc déjà, vous voyez, c'est pas mal bloquant. Après, si jamais la personne, elle a quand même toutes ses consciences, dans certains handicaps, comme on parlait tout à l'heure de la maladie de Charcot, c'est une personne qui garde toutes ses facultés cognitives jusqu'au bout, mais qui ne peut plus vraiment s'exprimer. Donc dans ce cas-là, des jeux de cartes peuvent être très utiles, mais dans ce cas-là, moi je recommande toujours d'avoir les deux témoins. La personne confiance qui écrit, avec la certification de la personne elle-même que c'est bien ça, qu'on a bien compris, enfin ça demande aussi du temps, et les deux témoins qui attestent que c'est vraiment la volonté de la personne. C'est toujours ça, en fait, qu'il faut réellement. Après, concernant l'acharnement thérapeutique, c'est vraiment défini dans la loi. Alors, je n'ai pas les articles là, mais c'est vraiment le fait que la personne elle est maintenue en vie par des traitements thérapeutiques et que sans ces traitements-là, la personne n'aurait que quelques jours, quelques semaines de vie à vivre. Donc voilà, c'est ça, en fait, l'acharnement thérapeutique. C'est que L'acharnement thérapeutique peut être une très bonne chose. Nos collègues réanimateurs, anesthésistes, parfois s'acharnent pour effectivement passer un cap extrêmement aigu. Ce qu'il faut éviter, c'est cet acharnement qui n'a d'autre objectif que de maintenir la vie coûte que coûte, quel que soit l'état de la personne. Et donc, notamment chez quelqu'un atteint d'une maladie grave et incurable, évolutive, effectivement, on peut se questionner sur l'intérêt de telle et telle prise en charge qui pourrait effectivement prolonger de façon artificielle cette vie. Après, l'obstination, je ne l'ai pas là exactement, mais est bien, comment dire, rédigée bien codifié effectivement sur ce point. Et c'est pareil, lorsqu'on dit qu'on arrête tout traitement thérapeutique, il y a deux choses qu'on ne pourra pas arrêter, ce sont les traitements antidouleurs et les traitements contre l'angoisse. Tous les restes des autres traitements, c'est discutable, tout ce qui va être respiratoire, cardiaque, dialyse et compagnie, mais jamais, jamais les antidouleurs et les anti-angoisses. Sauf si la personne a précisé dans ses directives, parce qu'on a certains courants de pensée pour qui la douleur est rédemptrice en fin de vie, donc c'est des gens qui ne voudront pas d'antidouleur. Mais ça, il faudra vraiment que ce soit précisé dans les directives anticipées, par exemple. Mais normalement, même en arrêt thérapeutique, il y a toujours la douleur et toujours l'angoisse qui est prise en compte. Toujours. Laurent, est-ce qu'il y a des exemples peut-être de choses, tu parlais de contexte et de connaître vraiment la personne dans sa globalité. Est-ce qu'il y a des exemples que tu peux donner et est-ce que dans ton service, tu as beaucoup de personnes qui ont rédigé des directives anticipées ou pas? Alors, premièrement, pour nuancer un petit peu ces éléments sur les directives anticipées, admettons que quelqu'un a un cancer avec des métastases, avec un arrêt des traitements curatifs de chimio, de radiothérapie, mais on voit ça, voilà. Il y a ce temps où effectivement la personne, malgré la gravité de sa maladie, peut être pas trop mal. Et elle va écrire des directives anticipées en disant vraiment, si un jour je ne peux plus exprimer ma volonté, que je suis dans le coma, je veux tout arrêter, la perfusion, tout. Sauf qu'elle oublie de dire, c'est que cette dame, elle est diabétique,
elle va faire un coma hyperosmolaire, etc., que l'on sait gérer, que l'on peut gérer en 2-3 jours et qui va revenir à son état qu'elle précisait étant encore supportable ou encore tout à fait acceptable. Malgré le fait qu'elle ait écrit dans ses directives anticipées que le jour où elle était dans le coma, elle voulait que ça se termine, mais que les jours, la famille nous dit non, non, mais hier elle a été se balader encore, ça a été vraiment un bon moment, elle nous dit que la semaine prochaine elle veut faire ça, là peut-être qu'il faut dire, malgré ce qui est écrit dans les directives anticipées, peut-être que ce n'est pas tout à fait approprié ou comme la personne l'entendait dans ce coma, la gravité de ce coma, et donc on peut peut-être en collégialité se dire, ben non, il faut peut-être passer outre les directives anticipées. Mais attention, vraiment, je prends beaucoup de précautions dans ce que je dis, parce que voilà, un exemple extrêmement précis, nuancé, qui dépend de ce que la personne a vécu 2 jours avant de rentrer dans son coma hyperosmolaire, ce qu'elle partageait avec ses proches, etc. Je ne dis pas qu'il faut absolument à chaque fois contester les directives anticipées. D'accord, il faut que ça soit très clair. C'est un exemple sur les nuances à apporter dans la lecture des directives anticipées. L'autre question, c'est est-ce qu'en soins palliatifs, nous avons beaucoup de rédactions de directives anticipées? Alors, j'aimerais bien répondre à tout le monde, oh bah ouais, alors nous, on est des bons élèves, vraiment, c'est nickel, on a beaucoup de directives anticipées et on les recherche vraiment, on fait écrire tout le monde. Eh bien, non, je le regrette. En toute sincérité, il y a des personnes, bien sûr, que nous les encourageons à l'écrire, mais on n'est pas des acharnés des directives anticipées. Vous voyez, je scie la branche sur laquelle je suis assis parce que, par contre, l'inverse du décor, c'est que nous dialoguons, nous avons la chance de dialoguer énormément, de revoir les gens en consultation, de les suivre parfois au domicile, de les voir dans le service, etc. Et globalement, on sait ce qu'ils veulent. Alors, c'est peut-être pas écrit toujours, parce que, comme disait Estelle au début de cette présentation, c'est le document que tu as affiché, les gens n'ont pas envie ou ne peuvent pas écrire leur directive anticipée parce que c'est difficile parfois. Mais par contre, ils nous ont guidés devant leur famille, parce qu'on essaye de le faire devant les familles, sur ce qu'ils voulaient, sur ce qu'ils ne voulaient pas au cas où. Et ça, c'est assez précieux de le recueillir, de l'écrire, même si la personne a du mal à vraiment franchir le pas de la rédaction des directives anticipées. Je vois, il y avait une question aussi par rapport au notaire, par rapport où mettre les directives anticipées. Surtout pas chez le notaire, parce que le notaire, il ouvre le dossier à la mort, au décès. Et les directives anticipées concernent avant. C'est vrai que dans la loi Leonetti-Claes de 2016, il est question d'un répertoire national des directives anticipées qui n'a toujours pas été créé. Donc après, c'est un petit peu à chacun d'être logique de s'il m'arrive quelque chose, comment est-ce que le médecin peut les avoir facilement et rapidement. Pas chez le notaire, par pitié. Il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup de monde à mes ateliers qui disent je l'ai donné à mon notaire. Trop tard. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aussi bien notifier que c'est avant, en fait. C'est surtout ça. Peut-être juste une dernière question avant la conclusion. Donc, il y a une loi qui est en réflexion. Est-ce que dans les dispositions qui sont réfléchies actuellement, il y a des choses qui vont concerner spécifiquement les directives anticipées dans le projet? Alors, je réponds je vais aller très vite sur 2 points. Les directives anticipées ne sont pas une obligation. C'est une proposition, un encouragement, mais ce n'est pas une obligation. Le deuxièmement, concernant une nouvelle loi. On est au stade de projet. Là, dans les 15 jours qui viennent, effectivement, 70 députés ont été sélectionnés de tout groupe pour échanger sur cette proposition donc de loi et à partir du 6 mai, bien sûr, il y aura les amendements qui devront être terminés, je crois, pour le 27 mai à peu près. Donc, est-ce que les directives anticipées vont changer ou pas? Je ne sais pas. Il n'y a pas pour l'instant d'éléments particuliers qui ont fuité sur une nouvelle et de nouveaux éléments. Je crois que de toute façon, quel que soit ce projet de loi, les directives anticipées ne pourront contenir que des choses qui seront autorisées. Et là, par exemple, si je retiens le projet actuel de la personne pourra avoir, alors ce qui est appelé une aide à mourir, mais
voilà, on peut quand même dire les choses, c'est-à-dire une assistance médicale au suicide ou une euthanasie, lorsque la personne ne peut pas faire le geste elle-même, prenons les mots qui sont les véritables mots, eh bien, effectivement, si la loi, elle précise que la personne doit avoir plus de 18 ans et qu'elle doit être consciente. Donc, effectivement, c'est un élément de discussion très important, c'est que la personne qui aura écrit des directives anticipées alors qu'elle était, j'allais dire, consciente, tout à fait autonome cognitivement, etc., eh bien, jusque-là, dans le projet de loi, ces directives anticipées seront difficiles à prendre en charge, puisque lorsque la personne sera dans l'incapacité, elle ne sera donc plus consciente, enfin, dans le sens où apte à dire ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Donc, actuellement, dans le projet de loi, pour avoir accès éventuellement à cette nouvelle proposition, il faut que la personne soit lucide, qu'elle soit en capacité. Donc, si malheureusement elle est dans le coma et qu'elle a écrit, et si elle n'est pas en capacité le jour où elle le demande, ça va être compliqué de respecter des directives anticipées qui demanderaient effectivement une aide active à mourir. Peut-être que les choses ont changé, j'en sais rien, je suis pas là. Là, il faudrait ouvrir un autre webinaire sur le projet de loi qui fait parler, mais en état de cause, les directives anticipées ne pourront respecter que ce qui est marqué dans la loi. Et le projet de loi actuellement dit que la personne doit être, lorsqu'elle formule sa demande pour une aide active à mourir, elle doit avoir plus de 18 ans, elle doit être de nationalité française ou résider sur le territoire depuis 10 ans, atteinte d'une maladie grave et incurable, jugée avec des symptômes réfractaires ou jugée insupportable, et elle doit effectivement être en possession de toutes ses capacités au moment où elle fait cette demande sur une aide active à mourir. Sachant qu'à l'heure actuelle, les directives anticipées, c'est bien spécifié qu'elles n'interviennent que lorsque la personne ne peut plus s'exprimer. Donc c'est aussi ça, ouais. En fait, c'est un peu un parallèle. Donc là, les directives, c'est vraiment pour les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer. Ok, alors on va conclure. Peut-être Estelle, tu peux mettre dans le chat le contact mail de la CIRDA et le contact téléphonique pour certaines personnes, puisque je vois que certains seraient intéressés pour prendre contact avec toi. Et puis on va laisser la parole au professeur Gilles pour conclure cette séquence. Monsieur Gilles? Oui, je crois que c'est l'absence de conclusion qui convient. Le sujet des directives anticipées est un sujet ouvert et je pense que ce qu'il faut surtout garder dans l'esprit, c'est le primat de l'alliance thérapeutique entre l'équipe soignante, le malade, la famille. Les directives anticipées sont faites pour combler des vides. Elles ne sont pas opposables, mais elles sont contraignantes. Elles sont un élément qui favorise incontestablement l'autonomie, à condition que tout ceci soit jugé avec mesure. Et donc, effectivement, je crois qu'on ne peut que souhaiter l'écoute qu'a entamé l'équipe de Laurent Montaz auprès de personnes qui, embarrassées, souhaitent être guidées dans ce processus difficile, puisque par définition, il faut se prononcer sur des situations qui ne sont pas connues et qui sont beaucoup imaginées. Et donc, c'est pour cette raison que une rédaction de directive anticipée doit se faire dans un dialogue. Dialogue avec le médecin, dialogue avec une infirmière, dialogue à un infirmier, un professionnel de santé, puisque par définition, nous arrivons à ce côté tragique qui est la finitude humaine et évidemment tout ce que l'imagination peut sécréter, l'angoisse que ça peut provoquer. Et il faut donc retrouver là, en dépit de l'émotion légitime, le sens de la mesure. Voilà, merci Laurent Montaz, merci Estelle Amiot, merci à tous ceux qui ont écouté, merci à Miliani et merci au service informatique du CHU qui nous a aidés pour créer ce webinaire qui a eu
beaucoup de participants se passe le mieux possible. Rendez-vous donc au prochain Web Éthique selon la même formule le 21 mai. Je rappelle, directive anticipée et consentement au cours de la maladie d'Alzheimer, webinaire qui sera animé par le docteur Geneviève Demour, vice-présidente de France Alzheimer National et membre du conseil éthique de France Alzheimer. Au revoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence et j'espère que ces échanges vous donneront, selon leur expression de Malebranche, du mouvement pour aller de l'avant vers la vie, en sachant hélas que cette vie aura un terme. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Merci.